Bonjour et bienvenue sur le plateau du festival Millennium. Vous venez de regarder Presenting Princess Show de Hideo Ah. Et aujourd'hui, nous sommes sur un plateau pour parler de ce film et des thématiques qui y sont associées. Pour en parler, nous avons deux invités. Nous avons Stéphanie Gonnet, qui est formatrice à l'ASBL Microbus. Oui, tout à fait. Et nous avons Domenico Laporta, qui est directeur au RO Institute, comme on peut le voir sur le t-shirt. Exact. Voilà. Et deux autres jobs, mais bon, enfin, voilà, vous avez tellement de casquettes maintenant qu'on ne sait plus exactement quoi dire en premier. Donc pour parler de Presenting Princess Show, avant tout, vous avez vu le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être Stéphanie en premier? Moi, la première chose qui m'a perturbée, c'était le fait qu'on prend une vidéo et on en fait n'importe quoi. Alors ici, on a de la chance pour elle, ça s'est révélé positif, mais ça aurait pu tourner complètement mal. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça qui m'a perturbée, mais voilà, tant mieux pour elle. Maintenant, je me suis un peu renseignée par la suite et je ne suis pas sûre que sa carrière continue. Donc là est la question. Mais c'est vrai que c'est un film qui pose beaucoup de questions. C'est ça, oui, tout à fait. Sur lesquelles on va d'ailleurs revenir. Domenico, sur le film? En tant que film, moi je trouve ça marche. Donc c'est une belle histoire, ça a été correctement agencé. Le storytelling est quand même fonctionne. Il appuie sur les bons boutons. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, il faut voir. Et surtout dans le cas d'un documentaire, il y a le film lui-même, puis il y a la réalité. Et le documentaire, c'est le prisme entre les deux. Ici, je crois que le prisme, il est assez taillé. Donc, si ça n'avait pas marché pour elle, il n'y aurait pas eu de documentaire et on n'aurait rien su. Ça, ouais. Et ça arrive souvent. Donc voilà, ici, on a une tranche de vie qui fonctionne. Mais pour une tranche de vie qui fonctionne, il y en a beaucoup d'autres qui ne fonctionnent pas, ouais. Ou qui se transforment en catastrophe. Mais, alors justement, une de ces questions que le film soulève, c'est la question de qui est véritablement l'artiste. On le voit dans le film avec la différence entre Princess Show et Kutiman. Kutiman utilise donc les vidéos de Princess Show pour faire une œuvre originale. Là, la question se pose encore à quel point cette œuvre est originale. Mais Hideo Ah lui-même, le réalisateur, utilise des vidéos de Princess Show pour faire son documentaire. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup avec les droits, notamment sur Internet. À votre avis, qui est le véritable artiste dans tout ça? Si on doit en choisir un, au final. Alors, déjà, il y a ceux qui sont des artistes parce qu'ils ont des noms d'artistes. Donc, que ce soit Kutiman ou Princess Show, c'est deux noms d'artistes. Donc, il y a des doublements comme ça des artistes parce qu'ils sont identifiés comme artistes. Le réalisateur utilise son vrai nom, mais c'est aussi un artiste puisqu'il est réel. Je pense que qui est le véritable artiste? Il y a un sujet qui est Princess Show. Je pense que Kutiman est aussi un sujet dans le documentaire. Et puis, il y a une personne qui fait de l'art simplement parce que c'est son point de vue. Et lui, il découpe le film d'une certaine manière, il décide de filmer certaines choses et pas d'autres. Au final, ce qu'on voit, c'est ce que lui voit de la carrière, la pseudo-carrière de Princess Show. Donc, dans le contexte non méta du film, c'est le réalisateur qui est l'artiste uniquement. Il se trouve que c'est un film sur d'autres artistes. Et à ce moment-là, la caméra est là aussi pour nous montrer que cacher le réalisateur et dire « ce sont les artistes ». Mais ça, c'est quand même à l'heure. Stéphanie, vous partagez ce... Oui, tout à fait, mais quelque part, je me dis aussi que Samantha est un peu l'objet là-dedans. Quelque part, qu'elle soit artiste ou non, c'est pas là le sujet, je veux dire. C'est juste une façon d'avoir un thème pour un reportage, et elle a été l'objet du film, et voilà. Donc, Oui, on la voit d'ailleurs énormément mis en scène pendant le tournage. On la voit beaucoup dans la rue, qui va s'asseoir avec d'autres gens pour chanter. Alors, vous parliez un petit peu d'ailleurs du making-of, de comment le film a été réalisé. Donc, ces images avec elle sont réelles, mais les images de Kutiman seraient rejouées. C'est ce que vous... Disons qu'il était plus ou moins au courant de tout ce qui allait se passer avant. Donc lui, il a un avantage par rapport à elle, c'est qu'il est en collusion totale avec le réalisateur, puisqu'ils se connaissent depuis des années, et que le réalisateur a cette idée d'aller la filmer et pendant sa révélation, parce que le morceau est déjà construit, je crois même qu'il est déjà sorti, et qu'elle n'en sait rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, oui, il a eu le temps de se préparer, et il sait que la caméra tourne, donc c'est un peu rejoué. Je pense aussi qu'une fois, il ne s'attendait pas à ce que ça tourne complètement comme ça, parce qu'il y a quand même une tranche de vie qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, et que du coup, peut-être qu'il s'attendait à un buzz programmé, donc quelque chose qui se transforme en complète success story, quelque chose à la Gangnam Style par exemple, où là ça part complètement en cacahuète, et puis c'est le succès, ce succès total. Ici,
au vu des événements et comment la situation tourne, je pense qu'au montage, ensuite, ils ont décidé de raconter une histoire un peu différente et que ça peut-être impliquer des reshoots. Ouais. Donc tout n'est pas 100% direct dans le docu, quoi. Voilà, on sait bien que les documentaires, il y en a beaucoup où tout n'est pas 100% direct. Je ne vais pas citer Michael Moore, mais je viens de le faire. C'est aussi quelqu'un qui est connu pour mettre quelqu'un dans un costume de militaire et lui dire « joue le militaire » parce qu'un militaire m'a dit ça un jour, sauf que ma caméra ne tournait pas, donc c'est toi qui vas jouer le militaire et répéter ce qu'il a dit. Il y a quand même un message vérité là-dedans, mais il y a aussi des fois des brèches dans une histoire qu'on veut raconter, et s'il nous manque le maillon, ben on le fabrique. Et alors, c'est carrément un remix de remix, le film, puisqu'on voit Kutiman qui fait une œuvre à partir de petits bouts, et le réalisateur qui fait une œuvre à partir de petits bouts. Je demandais qui était l'artiste, mais la question qui va juste après, c'est à qui revient les droits puisque donc ça, c'est une question qui est quand même fondamentale. On voit Princess Show qui part en Israël, on voit Princess Show qui fait une tournée. Elle a été à Toronto, a priori, pour présenter le film. Donc, du coup, elle a été associée. Est-ce qu'elle gagne à la fin ? Est-ce qu'elle gagne quelque chose ? Parce qu'au final, aujourd'hui, elle fait des vidéos YouTube à 100 vues. Oui, c'est ça. Elle a eu un bon moment, on va dire, mais je ne pense pas que ce moment soit lucratif. Je ne pense même pas qu'il l'ait jamais été. Je pense que quand il l'embarque dans cette tournée, il paye juste son logement. Je ne pense pas qu'il ait un salaire, vraiment. Elle n'est pas intermittente du spectacle non plus, puisque ce statut n'existe probablement pas. Elle n'a pas non plus signé de contrat, ça c'est quasiment certain. Et quand on ne signe pas de contrat, c'est un peu compliqué de garantir son droit d'auteur. Le contrat, elle l'a signé avec YouTube quand elle a créé sa chaîne, mais c'est tout. Là où les choses sont un peu tangentes, c'est qu'effectivement, son œuvre a été pillée. Maintenant, exploitée, hein. C'est peut-être aussi du sample. Il y a des règles par rapport au sample qui sont admises. On a le droit de sampler, des fois même sans payer l'artiste original. Ça dépend de comment le sample est fait, de la durée du sample et d'où on a trouvé le matériau original. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, elle est retournée à sa vie normale, que, comme beaucoup de personnes qui ont des succès éphémères, et qu'elle n'a rien gagné pas seulement sur le film, parce qu'on sait qu'un documentaire, le but, c'est pas vraiment de faire de l'argent, et généralement, on ne gagne pas de l'argent avec ça, mais surtout sur les chansons qui ont été produites, qui ont été distribuées, qui sont passées à la radio, qui, eux, ont fonctionné. Maintenant, je crois qu'elle a quand même profité de l'expérience. Bon, ça, c'est pas négligeable, mais c'est vrai que les retombées sont négatives, et ça, c'est ça qui est triste. On prend quelqu'un, on en fait quelque chose, et puis on le jette, entre guillemets, donc voilà, ça... Mais c'est aussi une culture internet, entre guillemets. C'est ça. Vous parliez on a pris ses vidéos sans lui demander, ouais, et ça s'est bien passé, mais on sait qu'il y a des modes sur Internet de remix, de samples, qui peuvent être extrêmement négatifs pour les personnes. Et puis, quelque part, il ne faut pas se le cacher aussi, ceux qui postent des vidéos, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à être connus, ils cherchent à être mis sous l'effet des projecteurs, et voilà. Maintenant, elle y a été, mais quelques mois, je vais dire. Voilà. Maintenant, Justin Bieber, il a été connu sur YouTube, donc... Oui, mais après, il a suivi une carrière plus traditionnelle. Voilà, il a été récupéré par des circuits, mais ça a été, il a signé des contrats, il a eu des agents, voilà. C'est ça. On peut parler de circuits de récupération YouTube. Aujourd'hui, il y a des agents qui travaillent qu'avec des YouTubeurs, il y a des agents spécialisés en placement de YouTubeurs. Elle n'est pas rentrée dans ce circuit-là, donc c'est passé par un circuit complètement indépendant, alternatif, et par une rencontre avec cet artiste israélien qui est monté de toutes pièces, parce que sinon, si ce documentaire n'avait pas germé dans l'idée, enfin dans l'esprit de ces deux personnes-là, il aurait juste récupéré son matériel, comme il le fait avec plein d'autres, parce que c'est à moitié admis dans le documentaire, mais c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses, c'est ça, sans même les informer. Maintenant, il cite quand même la vidéo source, hein. Donc ça, c'est déjà ça, mais voilà. Mais justement, il cite la vidéo source, ça a été positif, mais est-ce que si elle n'avait pas aimé, est-ce qu'elle avait un recours ? Légalement, elle a un recours, ça dépend un peu de la loi de votre pays. Bon, c'est un peu compliqué. On sait que, par exemple, la notion de copyright américaine n'existe pas chez nous. Donc, moi, j'entends toujours... j'ai un passé de juriste. J'ai été juriste pendant... j'ai fait des études de droit et puis j'ai été avocat pendant 2 ans. Mais on entend beaucoup de personnes, parce qu'ils sont influencés par les séries, par ce qu'ils lisent sur Internet, disant « j'invoque mon droit au copyright ». Il n'y a pas de copyright. On a un droit d'auteur en Belgique qui englobe 2 choses. D'une part, son droit moral,
Et le droit moral, il est inaliénable, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas céder par contrat. On a toujours son droit moral et 100% de son droit moral. Mais dans le droit d'auteur, communément admis comme droit d'auteur, il y a aussi les droits patrimoniaux. Et là, on peut les céder. On peut même les céder à 100%. On peut les céder même à ses descendants, etc. Et c'est souvent les droits patrimoniaux qui génèrent du revenu. C'est uniquement les droits patrimoniaux qui génèrent du revenu. Donc son droit moral de dire « attention, vous avez détérioré mon œuvre originale et je m'y oppose », chez nous, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais dans d'autres pays, notamment en Israël, ça ne marche pas. D'accord, donc à partir du moment où c'est utilisé ailleurs, quelque part, on est fichu, quoi. Je pense que via YouTube, il y aurait un recours. Oui, c'est ça, oui. Puisqu'elle a quand même signé un contrat de publishing, de distribution avec YouTube. Un contrat qui est son inscription et la création de sa chaîne. En gros, c'est pas un vrai contrat. Oui, c'est les petits termes agreement que personne ne lit au moment où on dit j'accepte. Tout à fait, oui. Sauf qu'imaginez une jeune fille qui fait 100 vues, perdue à la Nouvelle-Orléans, qui s'adresse à YouTube pour dire attention, à moins que YouTube veuille faire un exemple et faire un coup médiatique, généralement il n'y a pas de poursuite. D'ailleurs, YouTube, ce que fait YouTube aujourd'hui pour contrôler ça, c'est des algorithmes, mais à condition que vous republiez sur YouTube. Si c'est publié ailleurs, ils n'ont aucun moyen de le voir. D'accord, donc elle était de base... Déjà perdante. Perdante de base, ouais. Ou gagnante, parce que c'est vrai que c'est aussi la question qu'on se pose. Sans cette exposition-là, elle n'aurait jamais été plus connue que ce qu'elle était à la base. Ouais. C'est pas sûr. Elle aurait pu être repérée par n'importe qui d'autre, un Jay-Z, imaginez n'importe qui, et elle aurait suivi un canal différent. Il se trouve que là, elle est rentrée dans une petite boucle qui est par essence une petite boucle. Oui. C'est-à-dire un petit pétard mouillé qui explose comme ça, on fait un phénomène, on fait un documentaire, c'est un package et puis après c'est rangé. Mais si elle avait suivi une autre voie, si elle avait été repérée par quelqu'un d'autre, qui sait? Sauf que ça n'arrivera pas puisqu'aujourd'hui elle a l'impression qu'elle a épuisé l'expérience. On va parler justement dans la deuxième partie de ces gens qui deviennent des stars très très vite, et trop vite peut-être, pour en aborder ceci, puisque c'est un thème qui revient beaucoup dans les documentaires en ce moment. Nous allons voir un extrait du film Children Online de Hager Catherine. Klapka. Akce. Zdar všichni, já vás vítám u tohle videa a tohle video budou mé oblíbené místa. Mám tady někdy Zachyho. Tenhle kluk točí videa, je vtipnej, umí stříhat, prostě je boží. Bordel pro tohle kluka tam! Žije svým snem asi tenhle ten moment. Hrozně moc děkuji za 10 000 odběratelů, je to neuvěřitelný. Hry. A to je jak televize, akorát, že u her se většinou je trošku víc jako přemýšlí, u televize jenom do blba čumíte. Měla jsem spoustu kamarádek, které všechny už měly kluka a trošku jsem na ně žádlila, když jsem viděla, že jsou zamilovaný. Tak jsem zareagovala na kontakt cizího kluka, který mě přes Facebook začal šťouchat. Zavolali mi z recepce, že mám návštěvu. Tam byl kriminalista, který mi teda řekl, že se jedná o dceru. Přemýšlela jsem už tam, jako proč mi to neřekla. Et le film Children Online que vous venez de voir est en ce moment même présenté au Festival Millennium dans la compétition Jeunes. On vient de le voir, c'est pas du tout Princess Show. On est dans le côté très dark, l'autre côté de la gloire sur Internet. Stéphanie, vous travaillez beaucoup en formation avec des jeunes. Est-ce que cette surexposition de la vie personnelle est quelque chose que vous constatez régulièrement? Oui, tout à fait. Et je forme des enseignants afin de lutter justement contre le cyberharcèlement. Et chaque groupe que j'ai, il y a la majorité des enseignants qui sont confrontés justement à ce phénomène d'addiction aux réseaux sociaux, au cyberharcèlement, etc. Le harcèlement, de manière générale, a toujours existé, hein, mais le cyberharcèlement, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête pas. Et on ne forme pas, on ne sensibilise pas assez les jeunes
à ces technologies et donc ils sont dans la naïveté, ils pensent juste rencontrer l'amour ou devenir des stars sur le web, mais ils ne se rendent pas compte de justement tous ces aspects négatifs. Et ici on le voit dans la bande-annonce, une jeune fille qui croit rencontrer l'amour et voilà, donc je pense vraiment qu'il manque vraiment de sensibilisation de jeunes par rapport à ça, quoi. Et alors, à quel point est-ce que les jeunes manquent de sensibilisation et à quel point nous, les anciennes générations qui n'étions pas 24-24 là-dessus, avons du mal à comprendre ces nouveaux codes? Pour eux, c'est naturel. C'est naturel. Et donc, quand nous, on leur dit faites attention à ça, c'est comme quand on nous disait ne regarde pas trop la télévision, quoi. C'est à peu près, c'est un peu ce principe-là. Et le problème, c'est que cette communication qu'on peut avoir avec nos enfants, moi j'ai une fille de 10 ans qui est une digital native et qui a été mise devant des écrans tout de suite, avec une éducation aux médias tout de même, mais quand même, on n'a jamais limité par rapport aux écrans, on a juste fait attention à ce qu'elle regardait. Dès qu'on enclenche le dialogue en disant « fais attention à ceci, à cela », on a tout de suite ce tag « vieux con » sur le visage, et ça rompt la communication. Et le problème, le danger, il est là. C'est que tout d'un coup, on n'est plus capable de surveiller ce qu'elle fait ou d'avoir un dialogue par rapport à ce qu'elle fait. Et la surveillance de la communication digitale, c'est un leurre. Il y a même des outils qui nous rassurent même sur le fait que ça existe, alors qu'en fait, on ne sait pas contrôler ça. Parce que c'est pas parce que vous allez mettre un code parental sur la tablette, sur tous les objets connectés, sur votre Wi-Fi, qu'elle n'a pas accès à la 4G, elle va à l'école. À l'école, il y a toujours bien un gamin qui a planqué un smartphone dans son sac, qui va lui montrer quelque chose, et vous n'avez zéro contrôle sur ce qu'il va lui montrer. Et si elle n'est pas prête, si votre enfant n'est pas prêt à voir ce contenu à ce moment-là, c'est là que les dégâts arrivent. Et vous parliez du cyberharcèlement. Je pense que même le terme cyberharcèlement est dangereux parce que souvent ils vont dire oui mais non c'est pas du harcèlement, c'est une copine. Donc moi je ne suis pas dans cette catégorie-là. En fait il faut leur expliquer ce que c'est que le harcèlement. À partir du moment où quelqu'un vous envoie un message et que vous vous sentez mal avec ce message et vous sentez qu'il y a une ligue contre vous, que votre téléphone vous fait peur, chaque notification est une angoisse, un changement physiologique dans votre corps, ça c'est déjà le début du harcèlement. Peu importe si ce message il est gentil ou il vous traite simplement de menteuse, on se sent harcelé à ce moment-là. Et l'éducation, je pense qu'elle doit passer aussi par ce sentiment que nous, adultes, on est capable de comprendre parce qu'on le vit aussi. Et là-dessus, il y a moyen d'avoir un dialogue avec les enfants. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, pour avoir un dialogue avec des enfants qui voient justement d'autres personnes, on le voit dans l'extrait là, on voit ce gamin de 12 ans qui est une star absolue. Comment expliquer que lui qui s'ouvre à fond est une star, que tout le monde l'aime, etc., mais que, par exemple, sa fille ou son fils ne doit pas le faire parce que ça peut être négatif. Comment on peut arriver à faire la distinction entre les deux ? Alors, il n'y a pas de formule déjà. S'il y avait une formule pour devenir youtubeur connu et gagner de l'argent via le système de monétisation de YouTube et des sponsors, je pense que tous nos enfants auraient 2 heures de cours par semaine là-dessus et gagneraient de l'argent et paieraient leur Minerval eux-mêmes avant d'arriver à l'université. Non, il n'y a vraiment pas de formule, c'est un peu ça le truc, c'est que comme il n'y a pas de formule pour devenir une star, que ce soit en cinéma ou en chanson, en musique ou n'importe quel domaine de l'entertainment, c'est pareil pour YouTube. Il se trouve que c'est une plateforme. Alors, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit que ça se passe en République tchèque et que c'est une star. Nous, on ne le connaît pas. Et je suis certain que ma fille ne connaît pas cette personne puisqu'il s'exprime dans sa langue natale. Et par contre, YouTube, c'est une plateforme globale. Donc, elle existe dans quasiment tous les pays. Et si c'est possible en République tchèque, je pense qu'il n'est peut-être même pas de Prague. Il est peut-être d'une petite ville quelque part en République tchèque. Donc, c'est aussi possible en Belgique, c'est possible en France. On a les preuves qu'il y a des YouTubeurs dans tous ces pays. Donc, quand même, c'est une formule qui se répète d'un pays à l'autre, et ça, c'est suffisant pour mettre des scientifiques sur le coup, des psychologues sur le coup, des politiques sur le coup, et de se poser la question de se dire, attention, il y a quand même des schémas récurrents, comment est-ce qu'on fait, non pas pour les contrer, parce que c'est pas ça le but, au final, les seuls gagnants dans tout ça, c'est YouTube, hein. On est bien d'accord, c'est une entreprise américaine qui ne produit aucun contenu, et qui se nourrit de contenu produit par d'autres. Mais nous, nos politiques aussi, doivent se poser la question de se dire, attention, comment est-ce qu'on reroute ce stardom chez nous et on parvient un peu à maîtriser tout ça parce que ça part vraiment dans tous les sens.
Mais ce système de monétisation, justement, il y a certains parents qui utilisent leurs enfants pour justement gagner de l'argent sur YouTube. Donc, il y a une question d'éthique aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de situation? Et ça, c'est pas encadré? Pas à ma connaissance, en tout cas. Maintenant, Dur d'être un bébé, c'est le même schéma. C'est exactement le même schéma d'un parent qui est peut-être frustré par sa propre carrière ratée. Il y a des tas d'exemples dans les acteurs et les actrices aussi. C'est exactement la même chose, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est votre enfant. La protection de l'enfance ne s'intéresse pas à ça, alors que moi je trouve que c'est un vaste sujet. Oui, c'est ça. C'est des domaines qui ne sont pas encore réglementés, tout comme la web neutrality aux États-Unis n'était pas réglementée jusque. Voilà. On apprend, mais on a toujours une latence par rapport à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et quand on voit que je regarde encore une série hier soir qui se passe dans les années 70, où on voit quelqu'un qui fume dans un avion et il n'y a aucun problème, c'était pas encore réglementé. C'est ça. Et on est dans le même cas de figure où le web a une latence qui est. Et comme c'est exponentiel maintenant le progrès des réseaux sociaux, les réglementations arriveront de toute façon trop tard. Donc je pense que la réglementation, elle doit d'abord être socio-culturelle. Alors, en parlant de réglementation, la France est en train en ce moment de regarder justement la protection de l'enfance pour assimiler les vidéos des enfants au travail des enfants dans le cinéma. Donc avec une certaine plage horaire à respecter, etc. Ce sera absolument impossible à vérifier puisque ça se fait au sein d'un foyer, mais c'est quelque chose qui est en train de se réglementer. Je ne sais pas où on en est en Belgique, mais en tout cas en France, ça commence, les discussions commencent. Mais c'est comme limiter la liberté d'expression, c'est ridicule. Ouais. Quand un enfant se filme sur YouTube, il ne le fait pas parce que c'est l'heure, il doit absolument faire son émission, etc. Peut-être qu'il se donne des règles comme ça, mais souvent c'est parce qu'il a quelque chose à dire. On voit que les YouTubeurs, au début, ont énormément d'enthousiasme et de temps, ils publient 4, 5, 6 vidéos par jour, et puis quand ils commencent à être connus, ils rentrent dans des schémas imposés par les sponsors, etc. Et puis c'est une vidéo par semaine, puis c'est une vidéo par mois, et voilà, ils créent du momentum, parce qu'ils se professionnalisent en fait. Mais aller dire à un youtubeur, attention, tu pourras seulement créer tes vidéos après l'école et pendant 2 heures et pas le week-end, parce que sinon tu dois être payé double, ça ne marche jamais. C'est impossible. Alors, dans Princess Show, on voit qu'elle se livre énormément. Elle parle de choses extrêmement dures. C'est un petit côté voyeuriste, mais en même temps, nous-mêmes, on a toujours connu des stars qui se confessaient sur un million de choses. Est-ce que c'est juste le médium qui a changé sur les confessions de stars ou de wannabe stars, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus intime aujourd'hui avec ces réseaux sociaux? Moi, je pense que maintenant, tout le monde se livre un peu via les réseaux sociaux. On partage une photo de famille sur Facebook, on partage sa joie. Voilà, maintenant, il y a aussi des études qui ont démontré que on montre que ce qu'on a envie de montrer, souvent des choses aussi positives. Et du coup, ça génère aussi des frustrations chez nos amis, par exemple Facebook, qui voient que le côté positif et se disent « bah oui, mais moi, j'ai pas la même vie ». Voilà, donc ça engendre des frustrations. Maintenant, il y a des gens qui, comme ici Samantha, qui n'ont pas peur de parler des aspects négatifs de sa vie. Voilà, il n'y a pas de filtre. Ça dépend aussi d'une personnalité à l'autre. Et puis je pense qu'il faut oublier les jeunes dans tout ça. Trump, il donne ses états d'âme personnels, avec son compte personnel, il tweet avec son compte personnel, pas avec son compte de président. Et il tweet tout ce qui lui passe par la tête sans aucune pression de son staff. Si le président des États-Unis le fait, on serait bien malmené de dire attention, toi enfant, tu ne peux pas le faire parce que c'est mal et tu apprendras plus tard que c'est mal. Il donne l'exemple et c'est jamais qu'une conséquence d'un comportement qui s'était déjà généralisé. Oui, tout à fait. Et alors, pour une dernière question qui est peut-être un petit peu paradoxale avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que cette jeune génération qui a eu l'habitude des réseaux sociaux et peut-être de se livrer dans les réseaux sociaux ne va pas grandir en étant moins exhibitionniste puisque déjà habituée? Dans le futur, on ne sait pas les plateformes qui vont arriver, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va de plus en plus vers l'éphémère. Et l'éphémère favorise l'exhibitionnisme, il ne le bride pas. C'est-à-dire que quand Snapchat voit le jour, personne ne l'attend au tournant et Snapchat explose, c'est simplement parce que Snapchat vous permet de prendre une photo qui sera effacée et qui n'existera plus nulle part à un moment donné. Et ça va complètement affranchir les gens. C'est ça qui est le plus dangereux aussi. Ouais.
surtout chez les jeunes. C'est la jeune fille qui envoie des photos dénudées à son petit copain et puis ça fait le tour de l'école, etc. Les jeunes, maintenant, désertent un peu Facebook pour aller justement sur ce genre de réseaux sociaux parce qu'ils se sentent en confiance justement à cause du côté éphémère. Je dis bien à cause parce que c'est vraiment un danger et on ne sait pas ce qui nous attend par la suite, donc à voir. On a créé, enfin c'est pas nous, mais ces plateformes créent des illusions de vie privée. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, des enfants, enfin des ados, quand on leur dit que tout ce qu'ils postent sur WhatsApp et tout en privé, ce qui est la version privée de WhatsApp, c'est la version amie de Facebook, c'est-à-dire que vos amis sur Facebook ne sont pas vos vrais amis, en tout cas pas tous, et les messages privés sur WhatsApp ne sont pas des messages privés à partir du moment où WhatsApp analyse tous les mots-clés et s'en sert et revend le data, notamment à Facebook, puisque c'est la même boîte. Et ça, quand on leur dit, ils hallucinent, ils se disent mais non, c'est privé, ils n'ont pas le droit, c'est privé. Rien n'est privé à partir du moment où vous utilisez un médium qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Médium privé. Ouais. On verra bien ce que le futur nous réserve à partir de ça, mais c'était pas très très optimiste. En attendant, nous, on continue avec le festival Millennium, et comme ça se passe en ce moment, on va vous en parler un petit peu plus. Donc, Olivia, tu t'occupes de la programmation du festival. Qu'est-ce que c'est que ton job exactement ? Donc, nous avons plusieurs étapes au sein de la sélection et programmation des films. D'abord, c'est la partie recherche des films au niveau des producteurs, des distributeurs, des autres festivals, pour choisir les films qui nous intéressent. Ensuite, le gros du travail, c'est la vision des films, et ensuite, bien sûr, la programmation dans les salles. Chaque année, on reçoit de plus en plus de films. Cette année, nous avons 1300 films. Cela atteste de l'importance que le festival commence à avoir, non seulement en Belgique, mais aussi à l'international. Nous avons des films de tous les 4 coins du monde. Bien sûr, l'Europe est le point fort, et surtout nos voisins, les Pays-Bas, la France, parce qu'on travaille le plus. Mais on gagne en envergure vraiment partout. Donc on a des films d'Argentine, comme de Russie, de Chine, que de l'Islande. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des moments forts dans la présélection ? Est-ce que tu rencontres des défis ? Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des défis d'ordre très personnel, quand tu n'as pas le film que tu voulais ou quand tu dois défendre tes choix face au reste de l'équipe. Comment ça se passe ? Le plus exciting, c'est quand on trouve le bon film. Là, voilà, on sait qu'on tient quelque chose de bon, et après quand on voit qu'il n'a pas beaucoup tourné et tout, que c'est le mien. Je sais ce que je vais montrer, quelque chose d'inattendu au public. Après, le plus dur, c'est, je pense, garder son objectivité et pas tout le temps céder à ses propres préférences. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de travailler en équipe au sein d'une sélection de films. Comme ça, on discute toujours sur les films que nous voulons choisir au sein du festival. Et c'est cet échange d'idées qui font qu'à la fin, on a la bonne sélection qui est en accord avec le festival Millennium. Il y a une question, ça c'est le défi, je dirais, du travail pour la sélection, c'est que chaque documentaire a besoin de son temps. Il faut donner le temps aux documentaires. Il faut les voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour pouvoir à la fois s'imprégner, et aussi c'est une façon de un peu valoriser et respecter tout le travail qu'il y a derrière. Parce que le travail dans le documentaire, c'est souvent un travail de passion. On n'est pas à Hollywood. Il n'y a pas des revenus de fous, il n'y a pas de tapis rouge. C'est beaucoup de passion. Et voilà, c'est important de bien évaluer les films et de choisir les bons, tout en bonne connaissance du travail qui est fait. En parlant d'identité du festival, qu'est-ce que c'est un bon film du festival Millennium ? Le nom du festival, c'est Millennium. Donc, on est toujours lié aux objectifs du millénaire. On a les différentes compétitions. Et après, il y a bien sûr la subjectivité de chaque programmateur. Donc, un bon film, c'est un bon film qui répond dans un sens à nos thématiques, qui est en accord avec notre identité, et bien sûr, qui un peu nous touche en tant que programmateur. On aime bien avoir une bonne esthétique, on aime bien avoir un bon personnage central qui porte le film, que dans le film il y a une évolution, et aussi que nous restons toujours avec pas seulement une leçon, mais aussi un optimisme, qu'on est optimiste après avoir vu le film, qu'il y a des solutions et que le monde peut s'améliorer. Il y a beaucoup de préjugés contre le documentaire, et je pense que cette année, avec une partie de notre programmation, nous allons
démonter ses préjugés. Il y a beaucoup de documentaires qui sont très drôles, qui sont très innovatifs au niveau de la forme, et du coup il y a un côté ludique et ils sont marrantes et intéressantes. Donc il n'y a pas que des guerres et des génocides dans un festival de films documentaires. Pas besoin de guerre pour faire un film. Si tu devais citer cette année des chouchous, puisque t'en as vu beaucoup, t'en as sélectionné quelques-uns, mais au final c'est pas toi qui va définir qui seront les gagnants, mais tu as des chouchous, tu as quand même une J'en ai conviction. beaucoup de chouchous. Beaucoup. Et oui, je dirais que de la compétition internationale, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Je vais citer Muhi, Generally Temporary. Très touchant, vraiment c'est un film à ne pas rater, vraiment. Après Alicia, aussi c'est un autre film, un autre film qui parle un peu de la destinée d'un enfant. Excellent. Et peut-être The Bastard, aussi un film qui montre le parcours d'une vie, d'une famille à travers 2 continents. À la fin, on est ébloui par ce qu'ils ont vécu. Merci beaucoup Livia pour ces éclaircissements sur le rôle de la programmation. Le festival se termine bientôt, mais ne ratez pas, ce sera la clôture le 30 mars au Cinéma Galerie. Mais juste avant la clôture, on va passer tous les films de la compétition internationale, donc c'est le moment d'en profiter.